Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct, votre émission d'information et de rencontre avec ceux qui font de l'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 24 janvier 2019 et ce soir nous accueillons sur le plateau tout d'abord des membres de la Stradec, un groupement d'acteurs qui réfléchit à l'avenir du décolletage dans la région. Et puis j'accueillerai ensuite l'entreprise Lagoped qui fabrique des vêtements techniques 100% recyclés. Enfin, nous rencontrerons l'auteure Stécie Depoisier. Elle nous parlera de son tout premier roman, Champagne. Mais avant de recevoir ses invités, j'accueille Fanette pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Fanette. Alors avec toi, on parlera dans le journal, tout d'abord, j'ai oublié le premier titre. Des 40 ans de l'université Savoie-Mont-Blanc. Il y a eu la cérémonie des vœux et donc le lancement de cet anniversaire en présence du ministre en charge des relations avec le Parlement. L'université Savoie-Mont-Blanc a bien évolué en 40 ans depuis 1979, donc on fera le point avec Sébastien qui était sur place. Et j'ai pas oublié le deuxième, on parle tennis. On parle tennis du côté de Veigy où se tient jusqu'à dimanche un tournoi international, surtout consacré aux espoirs du tennis français. Il y a un bon prix à gagner, 15 000 $, mais il y a aussi des points à engendrer. À cumuler pour atteindre des tournois plus prestigieux, donc pas mal d'enjeux. Fanette, tu restes avec moi pour la revue de presse tout de suite, avec une inquiétude côté couche-culotte. Voilà, on en a pas mal parlé dans l'actu côté français. Je trouvais ça intéressant de mettre en perspective avec le regard de nos voisins genevois avec la tribune de Genève. Donc en fait, la tribune de Genève revient sur la polémique qu'il y a côté français. Pour rappel, c'est l'Agence française de sécurité sanitaire qui a présenté un rapport cette semaine. Et selon ce rapport, certaines substances comme les parfums, des dioxines, des pesticides ou encore du glyphosate seraient présents dans des couches de plein de marques différentes. Les seuils sanitaires sont dépassés dans plusieurs cas et ça peut présenter des risques à long terme pour la santé des bébés. Et ce qui est intéressant, c'est que côté suisse, c'est pas du tout la même ambiance. Dans un communiqué datant d'octobre, l'agence équivalente helvétique note que les teneurs des substances trouvées dans les langes sont faibles et ne présentent aucun risque, alors que à quelques marques près, ce sont les mêmes couches. En France, on applique en fait le principe de précaution et la ministre de la Santé a donné 15 jours aux fabricants pour présenter un plan d'action pour éliminer ces substances dans les années à venir. L'article conclut en disant que s'il y a des changements, des modifications côté français, côté Union européenne, sûrement que la Suisse aussi, ça impactera le marché suisse. Affaire à suivre donc. On enchaîne avec une belle performance. Voilà, une nouvelle belle performance. On hésite presque à les donner encore, ces belles performances de Marie Bochet, la skieuse licenciée au club handisport d'Albertville. Elle est multi-médaillée aux Jeux paralympiques et elle a remporté sa deuxième médaille d'or lors des championnats du monde qui se tiennent actuellement en Slovénie. Elle s'est imposée cette fois-ci sur le slalom. En début de semaine, elle était devenue déjà championne du monde de géant. Sur son compte Twitter, elle a rappelé qu'il était toujours important de se remettre en question pour continuer de progresser. Donc, preuve en est. Un petit conseil signé Marie Bochet. Peut-être un petit mot de Télémark tant qu'on est dans le Oui, dans tant le qu'on est dans le sport et la glisse, puisque nous allons diffuser demain matin sur 8 Mont-Blanc et samedi matin. Donc demain matin, ça commence à 9h-10 et samedi matin à 10h20. Les étapes de la Coupe du Monde de Télémark. C'est un sport très visuel qui se tient à Pralognan donc pendant 2 jours. Sébastien sera sur place avec un plateau télé, etc. Donc voilà, ne pas manquer demain matin et samedi matin. Et toi, voilà. ta revue de presse, puisque j'ai pensé à la noter aujourd'hui, on reste dans le sport, dans la glisse, on prend des nouvelles de quelqu'un que tu avais rencontré juste avant la Grande Odyssée. Exactement, on a beaucoup parlé de la Grande Odyssée, la course de chien de traîneau qui s'est terminée donc, hier. Et cette année, pour la première fois, comme tu le sais sûrement, Fanette, elle a intégré une nouvelle discipline, le ski joring. Donc pour ceux qui auraient loupé mon reportage sur ce coureur, en fait, le ski joring, c'est une pratique qui allie le ski, comme son nom l'indique, et un attelage tracté par un animal. Ça peut être un cheval, un chien. Pour la Grande Odyssée, il s'agissait de chiens qui ressemblent à ceux qui tirent les traîneaux. Et donc j'avais rencontré effectivement Madani Abderrahim et son chien Maïtouk pendant leur entraînement en décembre dernier. Donc je voulais partager leurs résultats. Au terme des 3 étapes,
Il termine donc 3e du classement général. Et donc Madani a partagé sur un post Facebook dès hier soir, donc dès la fin de la dernière épreuve, sa satisfaction. Il nous a fait part aussi de son bonheur, sa grande émotion. C'était une première compétition pour lui et pour son chien, donc on salue leur belle performance. On reprendra des nouvelles alors, de la Tout suite. à fait. Et puis des parents mobilisés. Oui, une histoire beaucoup plus sombre. On a parlé aussi avec toi, Fanette, dans le journal de l'incendie qui a ravagé un bâtiment où étaient hébergés des travailleurs saisonniers. C'était dans la nuit de dimanche à lundi à Courchevel. De samedi à dimanche. De samedi à dimanche, pardon. Donc à Courchevel. Une enquête est bien sûr en cours pour déterminer les causes de ce terrible incendie qui a coûté la vie à 2 saisonniers. Il a aussi fait 4 autres blessés, des blessés graves. Parmi eux, Ambre, une jeune femme de 24 ans. Elle était cavalière professionnelle, elle faisait des jobs saisonniers pour financer cette passion. Cavalière semi-professionnelle, pardon. Malheureusement, donc, l'incendie a brisé sa vie. Elle a dû sauter du 3e étage du bâtiment pour échapper aux flammes. Elle a atterri sur le bitume, elle a été transportée à l'hôpital Nord de Grenoble et à ce jour, on ne sait pas si elle pourra retrouver l'usage de ses jambes. Donc aujourd'hui, ses parents sont très mobilisés, ils expriment leur colère, notamment donc dans cet article de France Bleu, et ils lancent un appel à témoins pour recueillir les témoignages des personnes qui étaient sur place, puisque selon eux, il y aurait eu des négligences en matière de sécurité. Ils cherchent des témoins et ils cherchent à savoir réellement ce qu'il s'est passé. Évidemment, c'est une affaire à suivre puisque l'enquête est en cours. L'enquête est en cours et on attend les premiers résultats ADN pour demain. Normalement, la procureure d'Albertville communiquera sûrement officiellement parce qu'il faut tout le temps se méfier. En tout cas, nous, c'est notre prise de position sur 8 Mont-Blanc. Il y a aussi pas mal de rumeurs, etc. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Mais donc demain, peut-être qu'il y aura des premiers éléments officiels qui seront donnés. Donc on y reviendra évidemment dans le JT. Merci Fanette, on se retrouve tout à l'heure pour les titres du JT. D'ici là, on passe à notre rubrique dans l'actu et aujourd'hui, on s'intéresse au décolletage avec des représentants de la Stradec que j'accueille sur ce plateau. Bienvenue, merci de me rejoindre sur le plateau d'Accès Direct. Bonsoir. Anne-Lise Fondary et Roland Pascal, vous faites donc partie de ce consortium, de ce groupement des acteurs de la filière du décolletage qui se sont regroupés pour réfléchir à l'avenir du décolletage. On va y revenir plus en détail, mais d'abord, est-ce qu'on peut déjà vous présenter, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer votre rôle dans ce groupement? Très bien. Anne-Lise Fondary et Roland Pascal, nous sommes 2 associés au sein d'une société Extrapol qui assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage du projet Stradec. Extrapol, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement une société qui incarne nos parcours respectifs et qui se situe vraiment à l'interface des organisations publiques et des structures privées. Notre vocation, c'est simplement de gérer les projets, souvent complexes, en partant de points très en amont, sur des aspects stratégiques, puis en allant vers des aspects plus opérationnels, pilotage de projet, jusqu'à des dimensions communication, lobbying. Alors concrètement, que faites-vous avec ce regroupement d'entreprises, la Stradec? Quel est votre projet? Alors Stradec, c'est une aventure qui a démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant. Initialement, nous avons été missionnés pour mener une étude prospective sur tous les enjeux auxquels se trouve confrontée la filière du décolletage, des enjeux qui sont multiples et variés, qui sont aussi bien liés à des aspects technologiques, organisationnels, réglementaires, etc. Donc c'était vraiment démarrage d'une étude prospective missionnée par un consortium d'acteurs. Et c'est là la spécificité, puisque ces acteurs sont à la fois des acteurs privés, les banques régionales, Crédit Agricole, Banque Populaire, BPI France, mais aussi toutes les organisations professionnelles, la Chambre de commerce du 74, la Chambre syndicale de la métallurgie, le pôle de compétitivité et puis une entreprise de robotisation, Stobli. Et puis le SNDEC, le syndicat national des entreprises du décolletage également. Donc c'est vraiment une structuration très informelle. Ces acteurs ont décidé à un moment donné de se mettre autour de la table et de réfléchir aux enjeux de cette filière. Suite à cette étude, dont nous avons présenté les résultats le 20 septembre dernier, finalement, ça a pris une bien autre ampleur, puisqu'actuellement, nous sommes dans la mise en œuvre d'un plan opérationnel qui va durer 2 ans, et qui est vraiment orienté résultat. Donc c'est toute l'approche, c'est-à-dire qu'à la fois, il n'y a pas de leadership puisqu'il n'y a pas de
de cadre formel à cette action, mais pour autant, elle n'est qu'orientée résultat avec un pouvoir, je dirais, de lobbying qui s'installe progressivement, tant au niveau régional que national, voire européen également. Alors concrètement, donc, en septembre dernier, vous avez présenté ce plan stratégique. Donc l'idée, c'est de guider les acteurs, la filière du décolletage. Quels sont les enjeux vraiment actuels, majeurs, auxquels est confrontée cette filière ? On a essayé de les appréhender à travers l'étude de tout ce qui existe dans le monde. Il y a beaucoup d'études prospectives sur l'industrie et à travers une centaine d'entretiens avec les professionnels. En partant de quoi ? Pour simplifier, le décolletage, c'est à plus de 60% l'automobile. L'automobile, il se passe beaucoup de choses actuellement, hein, on le sait. Il y a la diminution du diesel qui va affecter le décolletage. Il y a la voiture autonome, la voiture connectée, etc. Donc on s'est dit, la question c'était, est-ce qu'à travers toutes ces transformations, on garde un marché pour le décolletage tel qu'il existe ? La réponse est très claire, elle est oui. Et cette réponse, on l'a de deux manières. On va aller la chercher en Allemagne d'abord. Et en Allemagne, on se rend compte qu'on a un déficit par rapport aux Allemands en termes de nombre d'entreprises et de taille. Mais absolument pas en niveau d'équipement, machines-outils, etc. Et surtout pas en savoir-faire. Nous sommes parfaitement compétitifs et nous sommes revenus avec des conclusions tout à fait optimistes sur l'avenir de cette industrie. Et puis, le reste, c'est de la flexibilité à mettre en œuvre. Ça veut dire, il ne faut pas se focaliser sur le diesel. Le diesel, c'est une préoccupation en Europe. Ça n'est pas du tout une préoccupation en Asie, dans l'Inde, au Pakistan, en Afrique, en Amérique du Sud. Et c'est là que sont les plus gros marchés avec les plus grosses progressions démographiques. Ça veut dire qu'en 2030, il y aura encore plus de moteurs thermiques, c'est-à-dire essence plus diesel, que maintenant. Donc les marchés vont subsister. Pour autant, il faut se mettre à la transformation. Pour la partie diesel, c'est une question de flexibilité à mettre en œuvre. Ça veut dire que le décolletage a encore de beaux jours devant lui, mais qu'il doit tout de même s'adapter. Vous parlez notamment de l'industrie 4.0 et de la transformation numérique, mais aussi écologique. Enfin, c'est vraiment un tout, il faut s'adapter aussi à ce... En fait, oui, l'approche, elle se veut très globale, hein, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la démarche, puisque du coup, d'un point de vue méthodologique, finalement, le plan d'action va se situer en 8 thématiques, hein, que je présenterai très rapidement par la suite. Mais l'idée, c'est que vous comprendrez que chacune de ces thématiques, d'ailleurs gérée par un des pilotes du consortium, interagit l'une sur l'autre, hein. C'est vraiment, elles se nourrissent, et c'est comme cela que ça permet également au projet d'avancer de façon le plus optimale possible. L'idée aussi, dans ce programme d'action, c'est également de mobiliser tous les leviers publics qui peuvent exister, notamment en termes de financement. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Alors effectivement, les approches, elles sont variables, mais ce qu'il faut retenir, c'est que oui, nous avons misé sur effectivement la dimension diesel, comme l'a dit Roland, et dans ce cadre-là, nous avons bénéficié d'un levier budgétaire au niveau de l'État pour financer une expérimentation au niveau de la filière et identifier les leviers de diversification possibles pour tenir compte de cette réduction annoncée. Parallèlement... par exemple, faire du médical, faire de l'aéronautique. Mais ce sera une petite part de la réaction. Parallèlement à ça, nous avons aussi pris un parti très fort de promouvoir une politique de robotisation. Partant du constat, et justement en lien avec ce qui a été étudié en Allemagne, que là où les robots sont développés, il n'y a pas perte d'emploi. Bien au contraire, on va au contraire vers une requalification de l'emploi, une transformation. Donc d'où le partenariat avec Stobli, hein, qui fait partie du consortium, d'essayer d'identifier dans quelle mesure nous pouvons accompagner les entreprises à intégrer plus facilement le robot, puisque un robot a des conséquences, hein, sur l'organisation du process de production, sur les compétences qui sont à mettre en face. Donc nous travaillons de pair avec Stobli, avec les intégrateurs, mais pas que, puisque les banques se mettent aussi en bout de chaîne pour essayer de promouvoir un dispositif de crédit bail facilitant le financement non pas seulement du robot, mais de toute la cellule. Tout simplement pour vous dire que quand Stradec met en œuvre une action, nous essayons de la mobiliser vraiment
de façon très aboutie, le plus aboutie possible. La dimension numérique, oui, est très prégnante puisque la robotisation en fait partie. Donc c'est un axe qui est également développé, notamment en partenariat avec le pôle Mont-Blanc Industrie. La transformation des compétences font partie des thèmes abordés, puisque vous l'aurez compris, on n'automatise pas, on ne robotise pas, on ne transforme pas les industries sans effectivement faire évoluer les compétences qui sont nécessaires en face. Et puis, il y a une dimension qui est très corrélaire à tout cela, puisque l'idée, c'est quand même de gagner en compétitivité et d'ouvrir l'accès à de nouveaux marchés. La dimension internationale est aussi omniprésente sur tout le plan d'action, dans la mesure, à ce stade-là, nous travaillons beaucoup avec la CCI et la Chambre de commerce, France-Allemagne, pour essayer de développer un dispositif qui permettra le plus de lisibilité et de clarté pour l'accès à l'international aux entreprises. Voilà, développer des relations commerciales, notamment à partir d'Allemagne, et des relations stratégiques pour aller jusqu'à des prises de participation. Ceci pourquoi ? Pour aller là où seront les marchés de demain. C'est la clé. Et on suivra évidemment l'avenir et l'actualité de la filière en Vallée de l'Arve. Merci beaucoup. Merci Anis Fondary, Roland Pascal d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Et j'accueille pour notre rubrique Le choix de la rédac, Christophe Cordonnier, bonjour. Bonsoir. De l'entreprise Lagoped. Alors c'est une marque de vêtements d'aventure, comme vous le dites si bien. Qu'est-ce que c'est les vêtements d'aventure ? Alors les vêtements d'aventure, c'est les vêtements qu'on utilise pas que pour une activité, mais tout au long de l'année, l'hiver, l'été, et pour aller dehors bien sûr. Pour tous les sports outdoor ? Voilà, on peut. Alors nous, c'est notre pratique de faire du ski, de la randonnée l'été, du ski de randonnée l'hiver, du ski de piste, de l'alpinisme, de l'escalade. Donc c'est des vêtements qu'on peut utiliser tout au long de l'année. Et donc dans leur usage, après on peut parler de leur fabrication, mais dans leur usage en tout cas, c'est l'idée d'avoir des vêtements polyvalents dont on peut se servir toute l'année. Vous l'avez dit, vous êtes des passionnés, des amoureux de la montagne et votre volonté, vous l'affichez, c'est justement de la protéger, de la respecter en fabriquant des vêtements 100% recyclés et fabriqués en Europe. Oui, tout à fait. C'est l'ADN en fait de la marque qui est l'idée de départ des contraintes qu'on s'est fixées pour la fabrication. Donc effectivement, de fabriquer uniquement sur le territoire européen. Alors il y a une logique bien sûr écologique de réduire le nombre de transports, mais aussi ce qui est central chez Lagoped, une logique humaine, d'utiliser des ressources humaines dans de bonnes conditions et garantir à la fois une bonne exécution. Il y a quand même des grands savoir-faire textiles ici en Europe et surtout l'arc alpin, et puis également retrouver la liberté dans les vêtements qu'on va chercher en montagne ou quand on va se promener, retrouver cette liberté-là dans les vêtements qu'on fabrique. Est-ce que c'est plus coûteux ? Est-ce que ça coûte plus cher de fabriquer, d'essayer en tout cas de fabriquer localement ? Est-ce que quand on est une jeune start-up, on peut quand même se lancer dans cette fabrication-là ? Alors oui, ça coûte plus cher, ça c'est évident. Par contre, on a des produits d'une autre qualité, on a des savoir-faire différents. Donc on va pouvoir aussi, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'apporter de la traçabilité sur les vêtements. Donc on va jusqu'au fil en fait, des vêtements que nous fabriquons. Et ça, c'est uniquement réalisable si le fil est également fabriqué en Europe. Donc que ce soit le vêtement, l'exécution lui-même et jusqu'au sourcing. Donc oui, il y a un coût supplémentaire, mais après il y a des gains supplémentaires dans les vêtements qu'on fabrique. Est-ce que c'est des vêtements réservés aux pros ? On voit justement sur les images Nathan Paulin, qui est un de vos ambassadeurs. Est-ce que vos vêtements s'adressent à tout le monde ou à ceux qui pratiquent vraiment couramment la montagne ? Alors non, bien entendu, ce sont des vêtements qui sont techniques, qui doivent faire le job pour les pros, mais on les utilise et ils les utilisent aussi dans des pratiques d'amateurs, en famille, le week-end, pour des randonnées toutes simples et toutes bêtes. Donc c'est l'intérêt aussi de ces vêtements-là. Mais il y a une utilité, c'est vrai qu'on équipe pas mal de professionnels, des guides de haute montagne, des accompagnateurs, des brevets d'État, qui eux ont besoin, pour qui c'est un outil de travail. Mais c'est vrai que, donc, non pas seulement pour une pratique de pro, c'est des vêtements avec lesquels on peut aller acheter le pain sans aucun souci quand il pleut. Et on parlait du respect de la nature. Vous luttez aussi contre les hydrocarbures
perfluorés, c'est bien Ouais, ça? Alors, ouais. qu'est-ce que c'est et pourquoi il faut essayer de les éradiquer, si on peut dire? Alors effectivement, il y a un certain nombre dans l'industrie, on utilise alors pas seulement dans l'industrie textile, hein, mais dans plein d'industries, notamment pour le traitement déperlant qu'on applique sur les vêtements ou sur des matériaux comme par exemple les poêles à frire, hein. C'est le même principe qui est utilisé. Et en fait, effectivement, il y a des particules qui s'échappent à l'usage, hein, du vêtement ou de l'ustensile et qui se répandent en fait dans la nature et qui ensuite rentrent dans le cycle de la chaîne alimentaire. Alors il y a beaucoup d'études, hein, sur les effets à long terme. Comme ce sont des effets à long terme, on est moins immédiatement sensible. Mais il y a déjà des pays qui les ont interdits dans l'utilisation. Et donc nous fabriquons les vêtements sans ces perturbateurs endocriniens, que l'on trouve sur les produits déperlants. Et voilà, ça nous permet... C'est possible de... C'est tout à fait possible de le faire. Alors après, c'est aussi lié les premiers vêtements techniques qu'on a fabriqués sont des vêtements membranés, donc dans lesquels il y a une membrane qui arrête l'eau. Et elle est assez spécifique. Elle est développée en Allemagne par une société qui en fait depuis une trentaine d'années, qui s'appelle Sympatex. Et qui, justement, c'est grâce à cette technologie qu'on peut se permettre d'avoir des déperlants plus légers, moins agressifs, en tout cas pas agressifs pour la nature. On n'a pas parlé du nom lagopède. C'est un oiseau assez emblématique de nos montagnes. Pourquoi vous avez choisi cet emblème-là? Alors on l'a choisi parce qu'il correspondait bien à ce nous on voulait faire sur la manière dont on fait de la montagne, que ce soit en tant qu'amateur ou en tant que professionnel. Donc cette liberté de cet animal, cette proximité, et puis le fait qu'il passe tout l'hiver en montagne, qu'il change de couleur aussi entre l'hiver et l'été, son adaptabilité, et puis aussi sensibiliser, rappeler, c'est un rappel tous les jours, hein, l'ADN de la marque, hein, pourquoi on l'a fait, et rendre aussi au lagopède ce qu'il nous donne, et sensibiliser tout le monde à l'environnement de la montagne, qu'on voit moins comme un terrain de jeu et plus comme un endroit où on est accueilli pour pratiquer des activités sportives, mais dans lesquelles il y a déjà des habitants en fait. Vous faites partie du cluster Outdoor Sport Valley qui est implanté à Annecy. Comment il vous a aidé dans le développement de votre start-up? Alors, il nous a énormément aidé parce que déjà, il nous a pris sous son aile dès le démarrage. Il y a un système d'incubation, un incubateur, et qui marche très très bien, qui donne un rythme au projet, avec des réunions, donc différentes phases. Donc on est ravis aujourd'hui d'être dans la dernière phase, enfin ravis et déçus parce qu'elle va se terminer, qui correspond à la commercialisation. Donc maintenant nous sommes commercialisés, donc voilà, c'est le moment de voler de nos propres ailes. Mais c'est vrai que ça donne un rythme au projet, énormément d'aide sur le réseau, l'ouverture du réseau de l'OSV, hein, qui est immense, et donc l'ensemble des professionnels du parc des Glaisins qui peuvent aider sur des aspects de production, de distribution, tous les aspects de communication qui ont attrait à une marque. Donc ça, c'était essentiel dans le développement de ce projet, hein. Sans l'OSV, on n'en serait pas du tout là aujourd'hui. Ouais. Merci Christophe Cordonnier. On rappelle qu'on peut vous retrouver en ligne, c'est bien ça, sur votre site? En ligne, et nous sommes distribués déjà dans les magasins à Paris, à Grenoble, à Chamonix et à Genève. Merci beaucoup. Merci Victoria. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Le temps pour nous de passer à la page culture. Pour terminer cette émission, j'accueille Stécie Depoisier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Avec vous, on va parler de votre tout premier roman, le roman Champagne. Mais avant de parler du roman, on parle un petit peu de vous. Vous êtes originaire de Bonneville. Vous avez 25 ans, c'est bien ça? J'ai 24 ans. 24. Et puis vous écrivez depuis toute petite. Mais comment on arrive à percer jusqu'à publier son premier roman? On n'y pense pas au début. Voilà, j'écrivais vraiment pour moi. C'était quelque chose de très intime. Donc j'étais vraiment pas dans le but de créer des histoires, d'inventer. C'était vraiment mon ressenti à moi sur ce qui se passait dans ma vie. C'était vraiment quand j'avais un trop-plein, c'était un moyen pour moi de m'exprimer. Mais jamais j'ai eu cette idée d'écrire vraiment un roman pour me faire publier. Jusqu'au jour où voilà, on m'a un petit peu poussée en me disant oui, t'écris, mais t'écris bien, essaye. Donc voilà, j'ai essayé. Et vous êtes partie à Paris en 2016, et c'est là que vous avez vraiment débuté l'écriture de ce roman?
Oui, oui, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vraiment s'il y a un lien peut-être. C'est quand même une ville très artistique, très culturelle, où il y a un peu d'inspiration à chaque coin de rue. Donc c'est peut-être ça, oui, qui m'a un peu poussée pour l'imaginaire en tout cas. Mais vous aviez aussi un emploi à côté. Comment on allie les deux? J'ai un emploi que j'ai toujours. C'est compliqué pour le temps. Donc j'écrivais pendant mes pauses déjeuner ou en rentrant à la maison. Donc voilà, j'essayais de trouver le peu de temps qui me restait pour ça. Mais c'est aussi compliqué parce que ça prend énormément de temps, mais aussi ça crée des choses dans notre esprit. On vit vraiment des choses compliquées quand on les écrit. Donc voilà, c'était éprouvant aussi spirituellement en tout cas. Et vous avez finalement réussi à publier et vous avez choisi d'ailleurs l'auto-édition pour ce premier roman. En quoi ça consiste et pourquoi vous avez fait ce choix de l'auto-édition? Alors, l'auto-édition, c'est quand on est auteur et éditeur. Donc, on a la double casquette. Donc, pour l'auteur, il y a travail d'écriture et de recherche. Et l'édition, il y a tous les points de l'édition. Donc, la communication, les corrections, les mises en page, la distribution aussi. Et l'avantage qu'il y a, contrairement aux maisons d'édition, c'est la liberté, en fait, clairement. Parce que la personne vient nous dire quoi que ce soit sur le contenu, sur la forme, sur la manière qu'on choisit pour le promouvoir. Voilà, vu qu'on a la main sur tout, on choisit absolument tous les aspects. Ce roman, donc sorti en novembre dernier, si on devait résumer un petit peu l'intrigue. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jade, qui vit à Paris, et qui va se confronter au premier vrai traumatisme de la vie de jeune adulte. Donc elle vit un drame duquel elle va essayer de se remettre. Donc elle va faire des bons choix, elle va faire des mauvais choix, elle va faire comme elle peut en tout cas. Et donc voilà, elle va essayer de passer au-dessus. Et c'est un point de vue du coup qui est très jeune, donc inexpérimenté, voire naïf. Donc elle se met dans des situations encore plus compliquées. Et voilà. Et je ne dirai pas plus. Ça donne envie en tout cas d'en savoir plus. C'est aussi l'histoire d'une jeune femme libre avec tout ce que cela peut signifier aujourd'hui. Il y a un petit peu des influences féministes. C'est aussi un roman sombre mais avec de l'espoir. Quelles sont vos influences, vos inspirations? En fait, l'inspiration, elle vient des gens autour de moi, des femmes particulièrement, parce que comme vous dites, il y a un côté féministe et ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement. J'ai pas vraiment, c'est pas cinématographique ou même en littérature, c'est vraiment ce qui m'entoure dans ma vraie vie, qui m'inspire. Donc des personnes que je connais, des personnes que je connais un peu moins, où j'ai entendu une histoire une fois dans un café, des gens à côté qui discutaient, ça m'a inspirée. Voilà. Je m'inspire de la vraie vie en tout cas. Où est-ce qu'on peut se procurer votre roman? Sur Amazon uniquement, parce que justement on est auto-édité, donc c'est le moyen de distribution le plus facile. Est-ce qu'un prochain roman est en préparation? Oui, il y a des recherches en cours, donc j'en dis pas plus, sinon j'ai peur de me bloquer moi-même dans mon processus d'écriture, mais en tout cas j'en ai envie et j'écris toujours. Merci en tout cas Stécie, on rappelle le nom de votre roman Champagne. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Merci. Et j'accueille pour terminer Fanette pour le rappel des titres. Fanette, dans le JT, dans quelques minutes, on parle des 40 ans de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Voilà, c'était au mois de juin 1979 que l'Université Savoie-Mont-Blanc a été créée par décret. Aujourd'hui, 15 000 étudiants, 3 sites universitaires, 2 départements. Donc ça a pas mal évolué. Il y avait une grosse cérémonie organisée ce matin. Le ministre en charge des relations avec le Parlement était présent. Donc on verra le reportage de Sébastien. Et puis du sport. Du sport avec tournoi international du côté de Veigy-Fontenex, donc en Haute-Savoie. Un tournoi qui vise un peu à pousser les jeunes espoirs du tennis, 15 nationalités représentées. Donc on fera le point tout à l'heure avec Francis Raisin. Merci Fanette, on se retrouve dans quelques minutes juste après une page de pub pour le journal.